Correctement, voilà. Voilà, donc on accueille aujourd'hui, François Lemaître qui, va nous parler, de la propriété T pour les groupes, polonais rock précompact, mais il y aura aussi, pas mal de liens avec, la logique et la théorie des modèles, ce qui se voit pas immédiatement dans le titre et c'est d'après des travaux de Ibar Lucia, Maniakov et Tsankov. Donc merci beaucoup François, n'hésitez pas à, poser des questions, pendant l'exposé. On aura aussi, une petite session de questions à la fin de l'exposé. Je signale que la brochure est en principe, en ligne sur, le site maintenant et vous pouvez consulter, aussi le texte qu'a écrit, François en même temps que, vous l'écoutez. Donc je te laisse la parole. Merci beaucoup. OK, bah, merci beaucoup et puis, bah, merci beaucoup de m'avoir invité à présenter ces travaux qui, en plus, bah, m'intéressent énormément. Donc je vais parler de la propriété T pour les groupes polonais Rolke précompacts. Donc c'est un travail d'Ibar Lucia, qui s'appuie, notamment sur des travaux de Beniakov et Tsankov et bah, je vais commencer par, expliquer, les mots du titre. Donc je vais commencer par parler un peu de groupes polonais. Donc, les groupes polonais, bah, c'est des groupes topologiques et on demande 2 choses. On demande, la séparabilité et on demande que la topologie, admette une distance compatible complète. Et donc c'est un endroit où, en fait, ces 2 propriétés se marient assez bien. Donc la complétude va vous donner que le théorème de Baire, va être vrai dans ces groupes-là et la séparabilité va vous dire qu'en fait, beaucoup d'ensembles vont être des intersections des nombres d'ouvertance. Alors, je commence par donner des exemples. Donc je signale déjà, qu'il y a beaucoup de gens qui s'intéressent aux groupes localement compacts, qu'un groupe, localement compact est polonais si et seulement si il est à base dénombrable d'ouvert. Donc ça nous fournit, nos premiers exemples. Notamment, on pourrait prendre un groupe discret dénombrable. On pourrait prendre aussi, bah, par exemple, les réels, Rn, donc pour la structure additive, des groupes de matrices. Là, je prends R, je pourrais prendre un autre Q, je pourrais prendre C ou QP. Donc ça me fait mes premiers exemples de groupes polonais. OK. Donc on m'a demandé une distance compatible complète et de la séparabilité. Bah, il y a certains groupes qui viennent naturellement avec ça. Il s'agit, bah, des espaces de Banach, vus comme groupe additif. Donc là, par exemple, ce que je peux prendre, c'est, bah, petit L2, de R ou, par exemple, l'espace des fonctions intégrables, à valeur réelle. OK. Et si on est joueur, on se souvient que en fait, bah, pour, P plus petit que 1, bon, on n'a plus un espace de Banach, mais on a quand même un espace de Fréchet et on peut même aller, donc ça nous fera toujours des groupes polonais et je veux juste parler rapidement d'un groupe particulier qui s'appelle L0 de 0,1, à valeur réelle. Donc c'est le groupe des applications mesurables à valeur réelle, autrement dit des variables aléatoires, à valeur réelle. Donc ça, c'est l'ensemble des applications boréliennes de 0,1 dans R, que j'identifie, à mesure nulle près et eh bien, il se trouve que ça va être un groupe polonais pour la topologie de la convergence en mesure que, vous avez vu si vous avez suivi un cours de probabilité. Voilà. Un autre exemple un peu dans la même veine, c'est, en fait, bon, les groupes polonais sont sta la classe des groupes polonais est stable par produit dénombrable et donc je peux prendre par exemple, R à la puissance n. Ça va être un groupe polonais qui n'est pas localement compact.
Et donc, je viens enfin au type d'exemples qui vont particulièrement nous intéresser dans cet exposé. Donc, il y a tout d'abord les groupes d'automorphismes de structures dénombrables. Donc là, je ne vais pas donner la définition formelle, je vais juste donner des exemples. Alors, le premier exemple, c'est si on n'a pas de structure du tout, on regarde donc ce groupe qui est parfois noté S infini, le groupe des bijections d'un ensemble dénombrable, donc par exemple N. Et donc ça, c'est un groupe polonais pour la topologie de la convergence simple, où on voit N comme un ensemble discret. Donc, bon, là, tous mes groupes donc, ont une distance compatible, donc je peux décrire la topologie purement en termes de suite. Et donc là, très concrètement, si j'ai une suite de permutations sigma n, pardon, elle converge vers sigma si, pour tout cas, dans mon ensemble dénombrable infini, donc là, n, eh bien, sigma n de k est égal à k pour n suffisamment grand. Sigma de K, je pense. Est égal, pardon, merci, à sigma de k pour n suffisamment grand. OK. Et donc cette topologie-là, en fait, c'est la topologie qu'on met en général sur un groupe d'automorphismes de structures dénombrables, c'est-à-dire que notre structure dénombrable, on la voit comme un ensemble discret, et on a cette topologie. Donc un autre exemple, c'est le groupe des automorphismes de Q munis de l'ordre total usuel, donc toutes les bijections strictement croissantes des rationnels. Ça, on peut le voir comme, c'est un groupe d'automorphismes de structures dénombrables. Donc lui, il est polonais aussi, et la topologie, c'est la même que ci-dessus. Et en fait, ça en fait un sous-groupe fermé de ce groupe S infini, si on identifie Q à N. Un dernier exemple, juste pour dire que dans un groupe d'automorphismes de structures, donc une structure, c'est un ensemble qui est muni à la fois de fonctions et de relations. Donc là, pour l'instant, bon, là, j'avais pas de structure du tout, ou si vous voulez, j'avais juste l'égalité. Là, j'avais une relation qui est un ordre strict, et si je veux travailler avec des fonctions, un truc que je peux faire, c'est le groupe d'automorphisme d'un groupe, par exemple. Donc si je prends le groupe libre à une infinité de générateurs, ça me fait un groupe polonais. Et bon, alors je donne cet exemple. Là, les exemples que je donne, l'intérêt pour moi, enfin, ce qui est intéressant, c'est que ce sont des groupes qui ne sont pas localement compacts, donc en particulier qui sont groupes. C'est pour ça que je prends ici F infini et pas un groupe plus petit. Souvent, on aura un groupe d'automorphisme qui sera localement compact, ou voire dénombrable. OK, en tout cas, celui-là n'est pas localement compact. Voilà, donc ça, c'est quelques exemples de groupes d'automorphismes de structures dénombrables, et il faut savoir que c'est vraiment historiquement un truc, un domaine très important, puisque en fait, ces structures dénombrables, justement, on peut les étudier à l'aide de la théorie des modèles classiques. Par théorie des modèles classiques, j'entends théorie des modèles, enfin, c'est par opposition à la théorie des modèles continus, dont je parlerai un peu plus tard. OK. Donc, si je continue ma liste d'exemples, un truc qu'on peut toujours faire, c'est prendre des groupes d'isométrie d'espaces métriques complets séparables. D'espaces, métriques complets séparables, avec la topologie de la convergence simple. Donc si j'ai XD, c'est mon espace métrique, et que j'ai une suite d'isométrie, je vais dire que Gn tend vers G si, pour tout x dans x, Gn de x, la distance entre Gn de x et G de x tend vers 0. Et ça, donc, quel que soit l'espace métrique complet séparable que je prends, son groupe d'isométrie sera un groupe polonais pour cette topologie. OK, et donc j'arrive à la dernière classe d'exemples,
qui est en fait très générale, c'est-à-dire qu'elle elle recouvre tous les exemples de groupes polonais. Ce n'est pas forcément la bonne manière de les regarder, mais en tout cas pour cet exposé, ce sera la bonne manière de les voir. Donc tout groupe polonais peut se voir en fait comme groupe d'automorphisme d'une structure métrique. Et là, il faut que je rajoute ces paramètres. Et donc, qu'est-ce que j'entends par là? Je me donne un espace métrique complet XD, muni d'applications FI, en fait d'une famille d'applications FI, donc, enfin, je vais écrire un peu plus proprement, oups. Excusez-moi, on va gommer ça. Donc, d'une famille FI pour I, non, I, d'applications. Alors oui, je vais demander, donc je ne le fais pas dans le texte de mon exposé à ce moment-là, mais je préfère le faire ici. On va demander aussi que l'espace métrique complet soit borné, hein, c'est-à-dire qu'il y a une borne M telle que dès que vous prenez 2 points, ils sont à distance au plus M. Et donc, je me donne une famille d'applications de x à la puissance ni dans x, et je veux qu'elle soit, donc je les note fi, et je veux qu'elle soit uniformément continue. Et de relations RJ. Donc je me donne aussi une famille, hop, moi, je vais trop vite. Donc, et ce qu'on appelle une relation, ça va être en fait une fonction de x à la puissance mj à valeur, on va dire, dans l'intervalle 0,1. Ok, donc, donc ce qu'on peut faire, c'est donc le groupe d'automorphisme. Donc ça va être l'ensemble des G, des isométries déjà de mon espace métrique XD, telles que G commute aux fonctions et aux relations. Autrement dit, il préserve les fonctions et les relations. Ok, alors je vais juste donner un exemple concret qui va être en fait l'exemple que je vais détailler dans cet exposé. En fait, dans cet exposé, j'ai fait le choix de ne pas présenter la preuve dans le cas général. Une des bonnes raisons, c'est que j'ai pas les compétences pour ça, mais donc je vais vous expliquer la preuve dans un cas particulier qui est déjà assez parlant. Alors, donc ce cas particulier, c'est la chose suivante. On va regarder un groupe. Alors pour l'instant, ça ne va pas être évident que c'est un groupe d'automorphisme de structures métriques séparables, mais je vais expliquer ça tout de suite après. Donc ce groupe, c'est l'ensemble des T des bijections de 0,1 dans 0,1. Lambda, là, c'est la mesure de Lebesgue. Telles que, donc ces bijections, elles sont bimesurables pour l'attribut bimesurable pour l'attribut des boréliens. Donc leur inverse est mesurable également, tel que, bon, il se trouve en fait que c'est automatique, mais c'est pas important, tel que donc T préserve la mesure. C'est-à-dire que pour tout A inclus dans X, inclus dans 0,1 borélien, la mesure de A est égale à la mesure de T. Ok, et ce groupe, on le regarde, comme pour les L1 ou L0 tout à l'heure, on regarde les choses à mesure nulle près. Donc on identifie deux telles bijections si elles coïncident à mesure nulle près.
Alors, je vais expliquer très rapidement qu'est-ce que c'est donc la structure métrique, dont c'est le groupe d'automorphisme en fait. Et donc en fait, voir que c'est le groupe d'automorphisme de cette structure métrique, c'est pas trivial. Ce qui n'est pas compliqué, c'est de voir que toute bijection comme ça donne un automorphisme de cette structure métrique. Donc, la structure métrique, c'est l'algèbre de mesure de 0,1. Et donc, c'est quoi si on regarde l'ensemble des borréliens qu'on identifie à mesure nulle près? Et là, donc, je vais préciser. Donc, A est identifié à B si la mesure de la différence symétrique entre A et B est nulle. OK, donc ça, il se trouve que ça vous en fait de l'algèbre de mesure. Si vous le munissez maintenant de la distance d mu de AB égale mu de A différence symétrique B, ça vous en fait un espace métrique complet séparable. Et toutes les opérations union, intersection, différence symétrique passent au quotient. Et en plus, donc, on a deux éléments privilégiés. Qui sont l'ensemble vide, ou plutôt la classe d'équivalence de l'ensemble vide, et 0,1. Et avec tout ça, donc on a toutes ces opérations. Il se trouve qu'elles sont toutes un-Lipschitziennes. Alors, je n'ai pas précisé, la distance que je mets sur le produit, c'est la somme des distances coordonnées par coordonnées. Donc, je mets d'abord ma distance, et puis ensuite, j'ai l'ensemble vide, 0,1. Donc ça, j'ai dit, donc, il y a, dans une structure métrique, il y a des fonctions. J'autorise des fonctions d'arité 0. Et ça, c'est des constantes. Donc ça, en fait, c'est deux fonctions d'arité 0, si vous voulez. Et ensuite, j'ai mes opérations d'intersection, d'union, de différence symétrique. Et enfin, oui, je peux aussi prendre la mesure. La mesure m'induit en fait une relation. Donc, si je suis précis, donc ça me fait deux fonctions d'arité 0. Pardon. Ça me fait deux fonctions d'arité 0. Ça me fait deux fonctions d'arité 2. Et là, même 3. Et là, j'ai une relation d'arité 1. Donc ça, c'est une fonction. Et ça, c'est la relation. OK. Donc, et donc, théorème. Le truc qui est facile à voir, toute bijection qui préserve la mesure induit un automorphisme de cette algèbre de mesure. Le truc qui est moins évident, c'est que, en fait, tout automorphisme de cette algèbre de mesure se relève en une bijection bimesurable, qui préserve la mesure. Et en fait, si on veut montrer que le groupe tel que je l'ai défini ici est un groupe polonais, on est un peu obligé de passer par cette caractérisation comme groupe d'automorphisme de structure séparable. Plus ou moins obligé de passer par un truc comme ça. OK. Alors maintenant, deuxième mot du titre, je vais parler, c'est un bon moment pour faire une nouvelle page. Je vais parler donc de Rolke précompacité. Alors, je ne vais pas dire grand-chose sur... donc, en fait, la Rolke précompacité, c'est quelque chose qui s'exprime bien en termes de structure uniforme. Et en fait, dès que vous avez un groupe topologique G, il est naturellement muni de 4 structures uniformes, qui peuvent d'ailleurs coïncider, par exemple, si votre groupe est topologique et abélien. Alors, structure uniforme, si vous n'avez jamais vu ce que c'est vraiment la topologie, c'est la chose qui nous permet le cadre abstrait qui nous permet de parler de fonctions continues. Les structures uniformes, c'est le cadre abstrait qui nous permet de parler de fonctions uniformément continues. Et notamment, quand vous avez une distance, vous savez parler de fonctions uniformément continues. Et le truc qui est important, c'est que la distance vous donne une notion d'être epsilon proche pour n'importe quelle paire de points de votre espace.
Et donc, une structure uniforme, en fait, c'est une famille d'ensemble de paires de points satisfaisant un certain nombre d'actions. Donc là, je vais rester, je ne vais pas préciser ça. Je veux par contre préciser les structures uniformes qu'on peut mettre sur un groupe topologique. Donc la première, c'est la structure à gauche, et on l'appelle comme ça parce qu'elle est invariante par multiplication à gauche. Et alors, on peut la définir comme ça. Étant donné U, un voisinage ouvert de l'identité, bah, je veux définir ce que c'est que être U proche pour cette structure uniforme, et je dis que G et H dans G sont... alors, ces structures uniformes à gauche, on la note avec souvent avec un L calligraphié, comme left. Et donc, eux, ils sont U proches, je devrais mettre le L quelque part. Je ne le fais pas. Donc, si G est dans H fois U. Et HU, c'est juste l'ensemble des petits h fois petit u, où U est dans U. Ok, donc ça, c'est une première notion d'être U proche. Et le point important, c'est que tout groupe polonais, enfin, si vous n'aimez pas les structures uniformes, tout groupe polonais admet une distance compatible invariante à gauche, donc invariante par multiplication à gauche. Si vous avez G1 et G2, bah, la distance entre G1 et G2, c'est la même que la distance entre GG1 et GG2. Et donc on la note, enfin il y en a plein, on peut en trouver des bornés, parfois on peut en trouver des non bornés. Ce que je veux dire, c'est que en fait, n'importe quelle distance invariante à gauche induit cette structure uniforme. Autrement dit, la notion de fonction uniformément continue ne dépend pas du choix de la distance que je prends ici. Ok, je vais aller plus vite sur les autres structures. Donc, structure à droite. Donc, pareil, je me donne un certain voisinage ouvert de l'identité U, et je dis que G et H sont U proches, cette fois-ci pour cette structure à droite, si G est dans U fois H. Ok. Et donc là, bah, pareil, en fait, vous avez l'inverse du groupe qui échange ces deux structures uniformes. Et donc, vous pouvez aussi trouver une distance maintenant invariante à droite qui induit cette structure uniforme. Ensuite, on a la structure de Rykov, qu'on note L union R. En fait, donc c'est la structure la moins fine qui contient à la fois cette structure uniforme et cette structure uniforme. Et donc, on peut l'écrire très explicitement. Cette fois-ci, G et H sont U proches si G est dans UH et G est dans HU, tout simplement. Okay. Et dernière structure uniforme qui va nous intéresser, la structure de Rolke. Oups. Qu'on note comme ça. Donc cette fois-ci, c'est la plus fine qui est contenue à la fois dans cette structure uniforme et cette structure uniforme. Et je dis que G et H sont U proches si G est dans U fois H fois U. D'accord. Je m'autorise à la fois à multiplier à gauche par un élément de U, mais aussi à droite. OK. Donc, quelques faits de base sur ces structures uniformes en général que je voulais signaler. Un truc important, c'est que en fait, les groupes polonais sont tous complets pour la structure uniforme de Rykov. Au passage, une distance compatible qu'on peut mettre pour la structure de Rykov, c'est tout simplement la somme d'une distance invariante à gauche et d'une distance invariante à droite. Okay, on peut aussi donner d'ailleurs une distance explicite pour la structure de Rolke, mais je vais pas la préciser, c'est pas très important. Deuxième truc que je veux dire qui est important, c'est que si vous êtes G est un groupe localement compact polonais, en fait, ça c'est général, ça veut dire, ça implique qu'il est à la fois complet pour la structure uniforme à droite et à gauche. D'accord. Et donc, encore une fois, si vous n'aimez pas les structures uniformes, vous fixez une distance compatible
avec la structure uniforme. Et la complétude telle que je l'écris ici, c'est juste dire que toute suite de Cauchy converge pour cette distance. Et en fait, il se trouve que ça ne dépend pas du choix de la distance. OK. Et donc, définition. J'ai un groupe topologique, est Rolke précompact. S'il est précompact, donc il y a une notion de précompacité pour les structures uniformes. Donc, s'il est précompact pour la structure uniforme de Rolke, c'est-à-dire que ça va se traduire de la manière suivante. On va pouvoir recouvrir, si on se donne un U, autrement dit, si on se donne quelque part un epsilon, on va pouvoir recouvrir le groupe par un nombre fini de UHU. Et donc ça, on peut l'écrire de la manière synthétique suivante. Donc, pour tout U voisinage de l'identité, il existe F incluant G fini, tel que G est égal à U fois F fois U. OK. Donc, voilà. Donc ça, c'est la définition de Rolke précompact. Ce n'est pas la définition qu'on utilise en général pour montrer qu'un groupe est Rolke précompact. Et justement, donc, je donnerai des exemples un peu plus tard en me basant donc, sur un théorème de Beniakov et Tsankov qui donne une caractérisation plus agréable pour montrer qu'un groupe est Rolke précompact. Alors, il faut que je dise encore quelques petites choses. Donc, si G polonais est complet pour la structure uniforme à gauche, alors, si G, alors je vais le dire comme ça plutôt, G est Rolke précompact, je l'abrégerai RP, si et seulement si G est compact. OK, et donc en particulier, donc j'ai dit ici, si je suis localement compact, je suis complet. Si G est localement compact, G est Rolke précompact, si et seulement si G est compact. D'accord? Donc il faut vraiment comprendre que ce phénomène de Rolke précompacité devient intéressant justement quand on sort des groupes localement compacts polonais. Puisque sinon, on a les groupes compacts qui sont très intéressants aussi, mais qui sont beaucoup mieux compris. OK. Alors, je fais un petit aparté, juste pour expliquer rapidement, pour mettre ces définitions un peu en contexte. Donc, un groupe polonais G, il est dit borné, donc ça c'est une définition qui est due à Rosenthal. Si, pour toute action de G par isométrie continue, donc là, par continu, j'entends que l'application d'action de G croix X dans X est continue. Pour toute action comme ça, pour tout X dans X, la G orbite de X est bornée. Et là, bornée, c'est il existe M, tel que pour tout YZ dans G.X, la distance entre YZ est plus petit que M. Alors attention, le M, il dépend a priori de l'orbite que je regarde. Mais donc, quand j'agis continuellement par isométrie, toute orbite est bornée. Et donc, un théorème de Rosenthal, c'est que ça se caractérise en fait assez facilement avec quelque chose de très proche de ce que j'ai écrit ici. G polonais est borné si et seulement si, pour tout U voisinage ouvert de l'identité, il existe N et il existe F, une partie finie de G, telle que G est inclus, enfin du coup il lui est égal, dans U fois F à la puissance N. Donc ici, on s'autorisait à multiplier une fois par U à gauche, puis par F, puis par U, et là on s'autorise en fait à faire ça N fois.
D'accord? Donc, ce qui est clair, d'ailleurs, bon, un truc qui n'est pas difficile, hein, c'est de voir qu'en fait, l'implication de droite à gauche est vraie. Et donc, en particulier, ça nous dit que les groupes polonais Rolke précompact sont bornés. OK, donc je mentionne tout ça parce que je voulais juste faire un petit diagramme pour expliquer un peu où se situent les groupes polonais Rolke précompact, un peu en général. Donc, on a d'abord les groupes compacts, et donc là, je parle que de groupes polonais, hein. Ensuite, à l'intérieur des groupes, enfin, autour de ça, donc j'ai les groupes Rolke précompact. Donc là, si je voulais donner un exemple, je pourrais donner le cercle, le groupe trivial. Rolke précompact, donc je ne l'ai pas encore expliqué, j'expliquerai un peu après, mais du coup, vous avez ça. Le groupe des automorphismes de Q, vous avez S infini, vous avez aussi hot de 0,1 lambda. Vous avez vraiment beaucoup de groupes non compacts là-dedans. Et ensuite, donc, ce que je viens de dire, c'est que tous ces groupes-là sont des groupes bornés. Et là, donc, si on veut sortir de cette classe, on peut prendre par exemple L0 de 0,1 à valeur dans R. Donc, encore une fois, c'est le groupe des applications mesurables à valeur réelle. On les identifie à mesure nulle près, on prend la topologie de la convergence en mesure. Ensuite, on a un truc encore plus large qui est de plus en plus étudié, donc c'est la classe des groupes localement bornés. Donc là, rapidement, je ne vais pas l'écrire, mais dans la définition que j'ai dit, c'est je peux trouver un voisinage U tel que, en fait, dès que j'ai une action de G par isométrie, la U orbite de X, enfin, c'est pas vraiment une orbite, mais U.X est une partie bornée pour tout X. Donc là, localement borné, bah, vous avez en particulier, en fait, n'importe quel groupe localement compact, donc je peux mettre Rn, et si je veux mettre un groupe, disons un groupe d'automorphismes de structure dénombrable, je peux prendre par exemple l'arbre, mais qui ne soit pas localement compact, je peux prendre l'arbre régulier avec un nombre dénombrable de sommets adjacents en tout point. Voilà. Et donc, dernière chose, si je veux sortir des groupes localement bornés, je peux prendre en fait Rn. C'est un petit exercice rigolo de le montrer avec la définition que j'ai donnée. OK, donc maintenant, je veux donner rapidement donc, une manière de voir là que tous ces groupes que j'ai mentionnés ici sont Rolke précompacts. Et donc, ça va passer par l'étude d'action par isométrie. Donc là, je prends un groupe quelconque a priori, hein, la définition fait sens en général, mais très rapidement, je voudrais regarder des actions continues. Donc, je peux regarder l'espace des adhérences d'orbite, qu'on note comme ça. Donc, c'est l'ensemble des adhérences d'orbite, donc je l'écris comme ça, pour x dans x. Et il se trouve en fait que la relation d'équivalence, la relation avoir la même adhérence d'orbite est une relation d'équivalence, ce qui est pas vrai en général, c'est vraiment parce qu'on a une action par isométrie. Et ce truc-là, cet espace des adhérences d'orbite, est un espace métrique. Donc cette définition, donc, que je sache, elle est due à Benjakov, oups, je sais pas pourquoi je m'en tirais, et Tsankov. Donc là, c'est un espace métrique pour la distance dg de g.x, g.y, adhérence, c'est l'inf pour g dans g, les distances entre g.x et y. Et donc, on a deux définitions importantes. Donc, l'action, toujours pareil, isométrie, elle est approximativement co-compacte si j'ai cet espace métrique est précompact.
Et un truc que je signale rapidement, c'est si en fait je suis parti d'une distance complète, eh bien il se trouve que cette distance en bas va être une distance complète. Et donc en fait, ça reviendra à dire que cet espace est compact. Et deuxième définition importante, donc elle est approximativement oligomorphe si pour tout n, l'action de G sur Xn avec une certaine distance dn est approximativement co-compact. Et donc là, la distance que je mets, en fait, le choix exact n'est pas très important. Mais donc un truc qu'on peut faire, c'est juste la somme. Le truc qui est important, c'est qu'on a une distance compatible avec la structure uniforme sur le produit, et de sorte que, et qui soit compatible avec la structure uniforme, et de sorte que l'action diagonale soit toujours uniforme. Là, je devrais préciser, un G, il agit là-dessus. G point, une suite finie xi, c'est juste la suite des G points ici. OK. Donc, alors, un exemple, hein, c'est si G agit sur un ensemble discret, l'action est approximativement co-compacte si et seulement si G a un nombre fini d'orbites. D'accord. Et là, x discret, du coup, je munis de la distance discrète, donc qui vaut 0 si les points sont égaux, et ainsi. OK, et donc le point important, c'est que l'action, par exemple, de hot de 0,1 lambda sur l'algèbre de mesure de 0,1 lambda est approximativement oligomorphe. Et aussi, donc les groupes dont j'ai parlé au début, donc hot de Q, S infini, leur action naturelle sur la structure sous-jacente est en fait là ce qu'on appelle oligomorphe, c'est-à-dire on a en fait un nombre fini d'orbites pour l'action sur Xn pour tout n. OK. Et donc le théorème fondamental qu'il faut absolument que je mentionne, c'est la chose suivante. Donc, c'était dû en fait à Todor Tsankov dans le cadre des groupes d'automorphisme de structures dénombrables, avec une petite subtilité que je ne vais pas préciser. Donc, je prends G un groupe polonais, alors on a équivalence entre les 4 propriétés suivantes. La première, c'est que G soit Röhlke précompact. La deuxième, c'est que pour tout G agissant sur X et sur Y, qui sont donc c'est des espaces métriques, hein, et je demande que ces actions soient approximativement co-compactes, eh bien l'action sur x croix y est approximativement co-compacte. Troisième chose, si G agissant sur X est approximativement co-compacte, elle est également en fait approximativement oligomorphe. Et dernier point, le plus important, G est isomorphe au groupe d'automorphisme d'une structure métrique sur laquelle il agit de manière approximativement oligomorphe. OK. Et donc c'est cette caractérisation petit 4 en fait qui nous donne par exemple que hot de 0,1 lambda est un groupe polonais Röhlke précompact. Et la même caractérisation nous dit des choses pour ces groupes que j'ai mentionnés au début d'automorphisme de structure dénombrable.
Ok, alors je voulais parler de la preuve, mais je vois que j'avance plus lentement que ce que j'avais prévu. Donc je vais parler tout de suite de propriété T. Je vais dire rapidement euh, le point clé de la preuve, en fait, c'est d'identifier le complété de Rölke de G. Je vais quand même l'écrire. Le complété. Donc vous prenez votre distance invariante à gauche préférée, vous faites le complété à gauche. Et en fait, ça, donc vous avez une action diagonale de G là-dessus. Et ça, en fait, c'est le complété. L'espace des adhérences d'orbite, c'est le complété de Rölke de G. Je n'ai pas le temps d'en dire plus, mais c'est vraiment le point important. Alors, on va faire cette nouvelle section sur une nouvelle page. Numéro 3, propriété T. Alors, je m'excuse, je vais aller assez vite sur la propriété T. Notamment, bon, c'est une propriété qui a beaucoup d'applications dans le cadre localement compact. Mais là, je ne vais pas du tout les mentionner. Alors, donc la propriété T, c'est une propriété de groupe topologique qui nous parle des représentations orthogonales ou des représentations unitaires. Là, je vais parler plutôt de représentations orthogonales, parce qu'en fait, la logique continue nous donne des fonctions à valeur réelle. Donc, une représentation orthogonale de donc, pi de mon groupe G préféré. Vous avez compris que mon groupe préféré est souvent polonais, mais pour l'instant, je ne le demande pas. Donc, on dit qu'elle a un vecteur Q epsilon invariant, où epsilon, c'est un réel positif, Q, c'est une partie de G, si on peut trouver un xi dans H, tel que pi de G xi moins xi est strictement plus petit que epsilon fois xi pour tout G dans Q. OK. Et donc, une paire de Kashdan pour G. Donc maintenant, G, c'est un groupe topologique, est un couple Q epsilon. Donc comme ci-dessus, avec Q une partie de G et epsilon un réel positif, tel que toute représentation orthogonale de G ayant un vecteur Q epsilon invariant a en fait a un vecteur non nul. Alors, toute représentation orthogonale, j'ai oublié de dire, toujours, là j'ai un peu topologique, je regarde les choses continuent, a un vecteur non nul invariant. D'accord? Donc en fait, ce vecteur presque invariant, l'existence du vecteur presque invariant, il est là pour une bonne raison, c'est qu'en fait, il y a un vecteur invariant. Alors, un truc qu'il faut signaler, c'est que vous avez toujours que G racine de 2 est une paire de Kashdan. En fait, c'est même une paire de Kashdan pour G en tant que groupe discret. Un petit exercice de convexité. Et donc, je peux maintenant définir deux versions de la propriété T. J'ai un groupe topologique à la propriété T forte. Alors, T forte, là, bon, c'est dans le domaine, on l'appelle comme ça. Il y a d'autres versions de la propriété T qu'on appelle T forte quand on s'intéresse à des représentations, non pas juste sur des Hilbert, mais sur des banards plus généraux. Mais donc T forte, c'est si il admet une paire de Kashdan Q epsilon avec Q fini. Et G à la propriété T, s'il admet une paire de Kashdan Q epsilon avec, cette fois-ci, Q compact. Donc, par ce que j'ai dit ci-dessus, il est complètement clair que tout groupe compact a la propriété T.
Et donc, le théorème d'Ibarlucia dit la chose suivante. Il dit que tout groupe polonais Rolke précompact a la propriété T. OK. Alors, je mentionne juste à l'oral que bon, ce théorème, il ne sort pas de nulle part, et notamment dans le cas où G, c'est le groupe d'automorphisme d'une structure dénombrable, c'est en fait un théorème de Evans et Sankoff. Et alors pour des groupes, on connaissait aussi des cas particuliers de ce théorème pour certains groupes polonais Rolke précompacts, dont on savait en fait, grâce à des travaux de Kirillov, Olshansky et Niretin, dont on sait classifier en fait les représentations unitaires. En fait, c'est un phénomène assez rigolo. Ces groupes polonais Rolke précompacts, il y en a un certain nombre pour lesquels on sait classifier complètement les représentations unitaires, et en plus on sait que toute représentation unitaire se décompose en somme directe irréductible. Pardon, on sait classifier justement les représentations irréductibles, et on a ce phénomène que les représentations se décomposent en somme irréductible, ce qui était en fait jusqu'aux travaux d'Ibarlucia la seule approche qu'on avait pour montrer la propriété T pour des groupes polonais très compacts. Et le truc qui est très intéressant, c'est que donc, ce théorème, il nous parle aussi de groupes polonais Rolke précompacts qui, en fait, n'ont pas du tout de représentation orthogonale ou unitaire. Notamment, vous avez le groupe des homéomorphismes de l'intervalle 0,1, qui est Rolke précompact et qui n'a pas de représentation orthogonale. Et en fait, donc, Ibarlucia, il fournit une preuve complètement, enfin une preuve qui englobe tous ces cas en une vingtaine de pages. Donc c'est très joli. Et donc, ce que je voudrais faire maintenant, c'est, dans le temps qui me reste, expliquer la preuve dans le cas particulier. Excuse-moi, il y a quelque chose qui m'échappe. Quand tu dis pas de représentation orthogonale, il faut rajouter irréductible ou pas? Non trivial, juste non trivial. Mais Donc, si un groupe... c'est vraiment, ouais, même... alors, effectivement, il y a aussi des groupes polonais qui ont pour lesquels on a ce phénomène intermédiaire où on arrive en fait à classifier toutes les représentations unitaires, mais il n'y a pas de représentation irréductible. Donc un exemple comme ça, c'est le groupe des applications mesurables à valeur dans le cercle, et c'est Soleski qui a classifié ces représentations unitaires. Et en fait, ça a été justement utilisé récemment par Pestov pour montrer que ce groupe-là n'avait pas la propriété T. Et ça montre aussi que si je remplace le cercle par R, là, j'ai ce groupe dont je vous ai parlé au début qui n'a pas non plus la propriété T, mais qui est borné. OK. Donc, ce que je veux faire maintenant, c'est en fait montrer le théorème suivant. Donc ça, dans mes notes, c'est le théorème 3.9. Et donc, je vais parler du théorème 0.1, qui est que hôte de 0,1 lambda a la propriété T forte. Et donc là, ce qui est super, c'est qu'on peut donner en fait une preuve complètement explicite. Pour faire ça, donc on va plutôt travailler avec un espace qui me donne la même algèbre de mesure, que je vais noter x. X, ça va être 0,1 à la puissance n croix F2, où F2, c'est le groupe libre à deux générateurs. Et ma mesure mu, ça va être la Bernoulli standard, donc 1,5 de Dirac en 0 plus Dirac en 1, à la puissance n croix F2. OK, alors là-dessus, j'ai une action qui préserve la mesure de F2, qui est définie de la manière suivante, donc c'est ce qu'on appelle un décalage de Bernoulli. Donc gamma.x, où x est une suite du coup d'éléments de 0,1, indexés par n croix F2. Gamma.x évalué en
Gn, ça va être x gamma moins 1 Gn. Et ça correspond vraiment à l'action par translation. Si je n'avais pas le n ici, j'aurais l'action par translation à gauche de F2 sur l'ensemble de ces parties. OK, donc ça, c'est mon action. F2, il est engendré par deux éléments A et B. Et je vais noter T1 et T2, les deux automorphismes de l'algèbre de mesure de x mu. Donc c'est la même définition que tout à l'heure. Et c'est isomorphe justement à l'algèbre de mesure de 0,1. Une manière de voir ça, c'est de passer par le fait que, en fait, si vous prenez 0,1 à la puissance grand N, avec l'écriture dyadique, vous avez une bijection des ensembles de mesures pleines de l'intervalle 0,1 et cet espace de Cantor. Et en fait, bah là, vous avez, si vous avez fait croix F2, vous avez toujours 0,1 à la puissance un truc dénombrable. Donc, à mesure du près, vous avez vraiment la même algèbre de mesure. Donc, je reprends, j'ai T1 et T2, donc les deux automorphismes de l'algèbre de mesure de x mu, donnés par l'action de A et de B, respectivement. D'accord? Et donc, le théorème, donc ça, j'aurais pu peut-être l'appeler un théorème bis, qui en fait nous donne du coup quelque chose de plus fort que le théorème général, dans le théorème de Bernoussia. Et donc, théorème terre, donc ça, c'est le théorème 3.10 dans les notes. Eh bien, la paire T1, T2, pour la constante epsilon égale racine de 2 moins racine de 3, est une paire de Kazhdan pour hôte de x mu, qui en particulier, du coup, a la propriété T forte. Et donc, le truc que je vais vous expliquer pendant le restant de cet exposé, c'est en fait la chose suivante, soit pi de hôte de x mu à valeur dans donc une représentation continue, orthogonale, sans vecteur invariant, alors pi restreinte à F2 est un multiple de sa représentation régulière. Donc ça, c'est la représentation naturelle de F2 sur petit L2 de F2. Et l'implication de là à là, de ce théorème quater au théorème terre, c'est le théorème de Kestel. J'en dis pas plus, parce que je veux raconter un peu la preuve, quand même. Alors, l'outil clé, c'est la théorie des modèles continus. Alors, je ne vais pas me lancer dans une explication, dans une définition de la théorie des modèles continus, ce serait trop long, mais essentiellement, il y a 30 pages de mon texte qui sont consacrées à donner du sens à cette phrase. Mais donc, c'est le théorème de Reed-Nardewski, plutôt une de ses conséquences. Alors en fait, donc, on dit théorème de Reed-Nardewski parce que c'est un théorème qui a été prouvé par Reed et Nardewski dans le cadre des groupes d'automorphisme de structure dénombrable, mais en fait là, donc, il est dû à Benyakhov et Sankov dans ce cadre-là, et je devrais aussi citer donc les travaux de Benyakhov. Hanson, je suis en train d'oublier quelqu'un. Alors, pardon. Berenstein. Hanson et Zviatsov. Donc ça, c'est pour le cadre donc des structures métriques. Donc donc je vais dire un cas très, très précis de ce qui se passe, mais si G est le groupe d'automorphismes d'une structure métrique, et il agit de manière
approximativement oligomorphe, alors GL chapeau et GL chapeau croix GL chapeau s'identifient à des sous-ensembles, et là je vais dire un gros mot, je vais dire définissables, des sous-ensembles définissables de M. Pour comprendre complètement cette phrase, il faut faire de la théorie des modèles continus. L'intérêt, donc je vais résumer ça de manière extrêmement vague en disant on peut faire de la théorie des modèles sur GL chapeau. Et ça, c'est intéressant parce que, donc, dans mon cadre, ici, donc je pars de pi de hot de x mu à valeur, donc ma représentation continue, orthogonale, sans vecteur invariant. Et bien cette représentation s'étend naturellement, puisque c'est une action par isométrie, en fait, en pi de hot de x mu chapeau, le complété à gauche de hot de x mu, et je note toujours pi application, à valeur cette fois-ci dans l'ensemble des isométries. Je vais noter en toutes lettres, parce que ce n'est pas le groupe des isométries surjectives, c'est vraiment toutes les isométries de H, non nécessairement surjectives. OK. Et ça, donc un truc qui est important et qui est essentiellement le théorème de Rilnard-Zevsky, c'est que ça, on peut le voir directement, mais ça, c'est l'ensemble des plongements de Mach de x mu dans Mach de x mu. Et le point clé pour faire marcher la preuve, c'est que cet espace de plongement est beaucoup plus riche que hot de x mu lui-même. Donc ça ne marcherait pas du tout si vous avez un groupe compact. Et de fait, dans la preuve générale de Lucia, il faut d'abord virer la partie compacte. Je ne précise pas plus, mais bon, on sait que les groupes compacts ont la propriété T, donc ça, ce n'est pas un problème. Donc ici, x, c'est 0,1 à la puissance n croix f2. Et donc des plongements, vous en avez plein, et notamment, vous avez, si f est une partie finie de f2, ce que vous pouvez faire, c'est regarder une application que j'appelle petit f indice grand F. Alors j'aimerais bien l'appeler pi, mais j'ai déjà une représentation, donc c'est... Voilà. Donc de 0,1 à la puissance n croix f2, dans 0,1 à la puissance n croix f. Bon, je ne vais pas écrire la définition, c'est juste la projection sur la projection là-dessus. Et ce truc préserve la mesure. Si ici, de ce côté-là, je mets toujours une mesure produit. Et donc ça me donne une application FF étoile. Et le truc important, c'est que FF étoile de M, je vais le noter, alors M par définition, maintenant ça va être l'algèbre de mesure de x mu, et j'ai, par définition, je définis MF, c'est donc, concrètement, c'est les boréliens qui sont mesurables par rapport à la projection sur cette coordonnée. Et il se trouve que ces MF, ils ont des bonnes propriétés d'indépendance. Alors, je vais rester vague là-dessus. Et l'autre point clé, c'est que l'ensemble des plongements de M dans MF est non vide. Pourquoi parce que, essentiellement, c'est juste le fait que 0,1 à la puissance n croix f, en fait, ça s'identifie
Donc ça, MF, ça s'identifie naturellement à l'algèbre de mesure de 0,1 à la puissance n croix f, et on sait que ça, c'est isomorphe à l'algèbre de mesure de 0,1 à la puissance grand n croix f2, puisque vous pouvez trouver une bijection qui préserve une mesure entre ces deux choses. OK. Et le truc, c'est qu'en plus, si je travaille, donc ça, c'est un sous-ensemble de GL chapeau. Si je regarde l'adhérence de la réunion pour F partie finie de mon groupe libre de ces trucs-là, eh bien, je tombe sur GL chapeau tout entier, où G, hein, c'est O de X mu. OK, donc maintenant, comment est-ce que la preuve fonctionne? D'abord, on se rappelle à une représentation cyclique. Donc on veut montrer, donc je rappelle, on a pi qui n'a pas de vecteur invariant, on veut montrer que c'est un multiple de la représentation orthogonale. On peut supposer que pi est cyclique, parce que toute représentation se décompose en une somme de représentations cycliques, et cyclique, ça veut dire qu'il existe un xi dans H, tel que vect de pi de g xi, ça c'est H tout entier. Et alors, je définis HF, ça va être, maintenant, je restreins pi, enfin pi, j'ai dit, je peux aussi l'avoir comme une représentation du complété à gauche. Et je regarde les homomorphismes à valeur dans les plongements de M dans MF. Pardon, et là, je multiplie par mon vecteur xi. OK. Et le point clé, c'est que, donc, proposition, par Lucia, c'est que HF1 est orthogonal relativement à HF1 inter F2 à HF2. Et de plus, pi de gamma HF, donc ça c'est pour tout gamma dans le groupe libre, pi de gamma fois HF, c'est H gamma.f. Ok, alors j'ai un peu débordé, donc je vais m'arrêter là, mais en fait, c'est vraiment facile, partant de cette propriété d'orthogonalité, de voir qu'on contient un multiple de la représentation régulière, notamment si f, là, si pour f, je commence par travailler sur des singletons, là, je vois que les H indices singletons sont envoyés 2 à 2, enfin, sont envoyés orthogonalement. Si je pars, pardon, de H singleton identité, eh bien, les pi de gamma de ce H sont envoyés sur des choses orthogonales, 2 à 2. D'accord? Et en fait, on peut en travaillant taille d'ensemble fini par taille d'ensemble fini, arriver donc à voir que pi contient un multiple de la régulière. Et alors, je ne vais pas avoir le temps de vous parler de la preuve en général, je veux juste mentionner un point très important. Donc ça, vraiment, cette proposition, c'est un point clé de la preuve d'Ibarlucia en général aussi. Mais il y a une différence fondamentale qui est que dans le cas général, hein, j'écris peut-être juste ça, bon, G, c'est le groupe d'automorphisme d'une certaine structure M sur lequel il agit de manière approximativement oligomorphe. Parce que ce que je n'ai pas dit, c'est que si je reviens sur le théorème, si je l'ai dit à ce moment-là, pardon, tout va bien. Donc G, c'est hôte de M, mais faire agir le groupe libre là-dessus, a priori, c'est compliqué. Et là, Ibarlucia a une construction très jolie d'intervalles sur le groupe libre qui, en fait, imite les intervalles, si vous voulez, sur Z, notamment les intervalles sur Z, ils ont cette propriété très sympa que l'intersection de deux intervalles est un intervalle. Et Ibarlucia a défini quelque chose comme ça, donc pour faire marcher une construction dans le cadre général, pour réussir à avoir une action du groupe libre suffisamment libre dans le cadre général. Et voilà, donc je vous invite vraiment à regarder cette construction qui est très bien expliquée dans son papier. Je suis certain que c'est un truc qui réapparaîtra dans d'autres choses. Je ne crois pas que ça avait été exploité avant, mais
cas, c'est vraiment une construction très jolie. Et, moi, je m'excuse de ne pas en parler davantage et je vais m'arrêter là. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci pour cet exposé, merci pour les explications du théorème dans ce cas de hôte de 0,1 lambda. Moi, j'ai quelques questions, mais je préfère donner la parole aux autres participants. Donc, je me lance. Est-ce que parmi tous les groupes polonais précompacts qui ont donc la propriété T, on saurait ceux qui ont la propriété T forte? Alors, on saurait, je suis pas, enfin, disons par exemple pour les groupes compacts, en général, il y a vraiment les deux phénomènes. Il y en a certains qui ont la propriété T forte, d'autres qui n'ont pas. Donc en général, ça serait assez difficile à dire. Après, justement, donc j'ai parlé de virer la partie compacte de mon groupe G d'automorphisme, enfin de mon groupe G polonais précompact. En fait, alors, si, alors j'essaie de le dire dans le bon sens, si G n'a aucun quotient compact, à ce moment-là, je crois que Thomas pourra me corriger, G à ce moment-là a la propriété T forte. C'est ça que demande Thomas. Oui, en fait, G a la propriété forte, c'est aussi sa compactification de Bohr, qui est un groupe compact. L'équation compacte maximale a la propriété forte. Ah, d'accord. J'avais une question aussi. Est-ce que tu as des pages 1 ou 2, enfin, au début de l'exposé, il y avait un joli diagramme avec les inclusions des différents types, voilà, des différents types de groupes polonais. Où est-ce que seraient les groupes localement compacts et les localement Rolke-précompacts? Alors, très bonne question. Donc, en fait, donc pour les groupes localement compacts, ce qui se passe, c'est que, en quelque sorte, le diagramme se replie. C'est-à-dire que Rolke précompact, ça, bon, j'ai déjà dit, ça équivaut à compact, mais en fait, borné, ça équivaut à compact aussi pour les groupes localement compacts. Et d'autre part, donc les groupes qui sont localement Rolke précompacts, eux, ils se situent ici. Enfin, il y a des groupes localement Rolke précompacts, et notamment ce groupe-là, si je ne dis pas de bêtises, ce groupe d'automorphisme, lui, il est en fait localement Rolke précompact. Oups, tout cassé. Localement Rolke précompact. Je vais écrire. Oh, j'y arrive pas. Non, vraiment. On va y aller. Hop. Et donc là, vous avez aussi le groupe localement. Voilà. Et bon, je devrais dire que en fait, donc ça, c'est vraiment un truc assez qui est étudié de manière un truc qui est très sympa, c'est que donc sur les groupes localement compacts, on sait qu'on peut toujours les étudier enfin du coup ils ont une structure grossière naturelle. Et parfois ils ont quand ils sont compactement engendrés, ils ont carrément une distance qui est bien définie à quasi isométrie près sur eux, qui est invariante à gauche. Et un truc dont s'est rendu compte Christian Rosendahl et qui est super, c'est qu'en fait ça marche très bien pour les groupes polonais localement bornés. Vous avez vraiment le même type de phénomène. Et avec la définition de partie bornée que j'ai suggérée, il y a la notion d'être borné, enfin d'être engendré par une partie bornée. Et donc ces groupes polonais-là, en fait, ont une géométrie qui est très intéressante.
Sachant que là, du coup, bon, pour le coup, pour que cette géométrie soit très intéressante, évidemment, il faut sortir justement du cadre borné, où là, bah, quasi isométrie près, notre groupe, c'est juste un point. Mais c'est un aspect qui se développe pas mal sur les groupes polonais en ce moment. Moi, j'avais une question sur ces groupes d'automorphisme. Ils sont, enfin, quand c'était à structure dénombrable, Ouais. c'était tous polonais, et puis tout polonais est un hôte d'une structure métrique, si j'ai bien compris. Oui. Est-ce qu'on sait caractériser en termes de ces structures dénombrables ou ces structures métriques quand le groupe d'automorphisme sera localement compact, par exemple? Alors, dans le cas dénombrable, c'est demandé que le stabilisateur, que vous pouvez trouver une partie finie dont le stabilisateur sera compact. Et là, dire compact, c'est juste dire que ce stabilisateur, en fait, a toutes ses orbites qui sont finies. Mmh. Par contre, dans le cadre, on n'a pas un groupe d'automorphisme de structure dénombrable. Je ne saurais pas trop dire. Non, là, comme ça, je ne saurais pas dire. Je ne sais pas. Mais c'est peut-être connu. Est-ce qu'on peut caractériser ceux qui sont dénombrables parmi ces groupes d'automorphisme? Alors, ceux qui sont groupes d'automorphismes de structure dénombrable, en fait, c'est exactement ce qu'on appelle aussi les groupes polonais non archimédiens. Non archimédiens, ça veut dire qu'on a une base, pardon, une base de voisinage de l'identité qui est formée de sous-groupes ouverts. Et là, les sous-groupes ouverts, hein, pour S infini, c'est juste des stabilisateurs de Oui. parties finies de plus en plus grandes. Donc, et ça, c'est une caractérisation. Très bien. S'il y a d'autres questions, remarques? Dans l'exemple de MAGE, Ouais. donc c'est les boréliens de 0,1 avec une certaine structure, mais Ouais. on a l'impression que ce qui compte ou ce qui pourrait compter, c'est que tout ce truc vit dans L1 et qu'on a pris les idempotents d'une algèbre de Banach et puis une certaine distance. Est-ce que si je prends une algèbre de Banach et puis ses idempotents, est-ce que c'est aussi des structures métriques? Là, comme ça, je ne saurais pas dire. Un cas où il se passe un peu ça, c'est un peu... enfin, un cas plus général, en tout cas, ou un cas qui englobe O de 0,1 lambda, c'est le cas des algèbres de von Neumann séparables, où en fait, leurs groupes d'automorphisme sont des groupes polonais. Et là, on dit, en fait, pour les algèbres de Banach, enfin, je ne connais pas de résultat général sur les algèbres de Banach. Donc, je ne sais pas. Ce qui est sûr, c'est que si je prends toutes les isométries de mon algèbre de Banach qui préservent, enfin, qui respectent la multiplication, là, je vais avoir un groupe polonais. Hmm. Après, donc, si je regarde plus spécifiquement les idempotents, je demande de les préserver, je ne sais pas. J'imagine que dans certains cas, en fait, c'est exactement les automorphismes de l'algèbre de Banach, mais je ne crois pas qu'il y ait de résultat général, je ne sais pas. Je vais poser la même question qu'hier, mais avec Raikov. Donc, qu'a fait Raikov sur l'uniformité de Raikov? Ouais. Est-ce qu'on sait? Alors, quelle est la question? Désolé,
oublié la question. De terminologie, pourquoi ça s'appelle uniformité de Raikkoff? Je suis désolé, je ne sais pas Ouais. du tout. Je ne sais pas si peut-être quelqu'un dans l'audience sait, mais j'avoue que je ne me suis pas renseigné plus que ça. Je ne sais pas à quel moment ça a été introduit. Non. Je ne sais pas. J'ai l'impression que plus personne ne veut se manifester, en tout cas par oral, pour poser ces questions. Je suis sûr qu'il y en aurait d'autres. Oui, vas-y. Quel est le statut du racine quatrième de 12, là, la racine de 2, racine de 3 qui apparaît Donc ça vient... Et c'est un 2 moins racine de 3, non? 2 moins racine de 3, je ne sais plus. Enfin, bref, un oui. nombre... En fait, c'est optimal. Et donc ça vient en fait du théorème du théorème de Kesten. Et là, il manque un signe. Hein. Il manque un oula, oui. Là, il manque un moins. Oui, c'est ça. Merci. Donc ça vient en fait, enfin une manière de le voir en tout cas, c'est en lien avec la marche aléatoire sur le groupe libre à deux générateurs. Donc c'est une marche aléatoire sur un arbre, et il y a ce racine de 2 moins racine de 3 qui apparaît, alors je ne sais plus exactement comment. Je sais qu'il y a un opérateur qui s'appelle l'opérateur de Markov qui joue un rôle là-dedans, mais là tout de suite je ne saurais pas être plus précis que ça, mais en tout cas ça vient de ce truc-là. En fait, le théorème de Kesten, justement, il dit que la représentation régulière de F2 n'a pas de vecteur racine de 2 moins racine de 3 invariant pour la paire AB, et la constante racine de 2 moins racine de 3 n'a pas de vecteur invariant. Ça, en fait, donc juste le fait qu'il y ait un certain epsilon, c'est vraiment le fait que le groupe F2 ne soit pas moyennable. Après, le truc plus précis, donc c'est vraiment le théorème de Kesten, donc, qui a fait le lien entre les marches aléatoires et la moyennabilité. Je ne saurais pas en dire quelque chose de plus précis. Est-ce qu'il y a des discussions aussi sur des réflexions sur l'alternative de Tits pour des groupes polonais, des choses comme ça? Alors, c'est un peu idiot comme là, question. c'est une très bonne question. J'en ai pas parlé, mais donc pour les groupes polonais, un truc qui est à la fois terrible et très bien, c'est que toutes les propriétés sympas qui passent au sous-groupe fermé dans le cadre localement compact, là, c'est n'importe quoi. Ça ne passe plus du tout au sous-groupe fermé. Donc, par exemple, le fait d'être borné, ça ne passe pas du tout au sous-groupe fermé parce que vous avez un groupe polonais, même qui est Rolke précompact, qui est le groupe d'isométrie de l'espace de Harrison borné, qui contient tout groupe polonais comme sous-groupe fermé. Donc, voilà, la Rolke précompacité, ça passe pas au sous-groupe fermé. La moyennabilité, non plus, en fait. Et donc, alors ça ne veut pas dire qu'il n'y aurait pas d'alternative de Tits possible, mais je ne sais pas, par exemple, ces gros groupes polonais là, dont j'ai parlé, ils ont tendance à contenir beaucoup de groupes, et même en fait tous les groupes dénombrables. Hein. C'est le cas de S infini, du groupe hot de 0,1 lambda. Donc en général, il n'y a pas de choses comme ça. Il y a peut-être des exemples. Il y a peut-être des exemples comme ça, pas à ma connaissance, mais oui, ils ont tendance à contenir en fait tous les groupes dénombrables comme sous-groupes discrets. Donc il faut y penser différemment des habitudes qu'on a dans théorie classique. Après, un truc qui moi, m'intéresse beaucoup, c'est comprendre pour le coup les sous-groupes denses de ces groupes polonais. Là, on sait dire... Alors, on a aussi des petites questions dans le chat, donc des gens
et des gens qui sont en train de répondre aux questions. Donc, il y a une oui. question qui concernait juste le diagramme qu'on est en train de voir et qui était, je pense, où sont les groupes localement compacts dans Oui, ce diagramme? donc effectivement, donc là, je vais peut-être le dire avec une couleur différente. En fait, donc pour les groupes localement compacts, bon, bah, vous avez les groupes compacts, très bien. Et en fait, alors, oui, je sais pas trop ce que je voulais faire comme dessin. On va dire que je vais entourer le truc extérieur. Un groupe, pardon, non, c'est pas ça que je veux faire justement. Oups. Pour les groupes localement compacts, ce que je veux dire, on reprend, c'est que tout ce que j'entoure en rouge, là, ça va collapser sur les groupes compacts. D'accord. Ce qui est en dehors de localement borné n'existe pas, il n'y en a pas. Localement compact, ça implique localement borné, mais par contre, toute cette partie-là du diagramme se replie sur les groupes compacts. Voilà. Alors, Merci. Et il y avait une deuxième question avec une sorte de réponse dans le chat, mais je pensais bien d'y répondre par oral. Est-ce que tout groupe polonais a une structure canonique, donc le groupe d'automorphisme? Alors, oui et non, c'est-à-dire que, en fait, si je fixe une distance invariante à gauche sur mon groupe, alors je vais écrire ça peut-être tout en bas. En fait, hein, cette structure, et donc ça marche en fait dans le cas général, on pourrait prendre ça directement. Donc, on a GL chapeau muni de la structure, de la distance DL, de la distance invariante à gauche, donc qui existe toujours, qui est canonique en quelque sorte, sauf que, bah, bien sûr, là, il faut quand même choisir une distance invariante à gauche, et là, il n'y a pas de choix canonique. Il y a justement, bah, grâce aux travaux de Christian, maintenant on sait qu'il y a pour beaucoup de groupes polonais, il y a un choix canonique à quasi isométrie près. Oui, et on nomme les orbites, la distance aux orbites tantôt de la puissance. C'est une Oui, construction, pardon, merci. c'est une construction Et de effectivement, liens. il faut pas juste faire ça, il faut rajouter de la structure, il faut rajouter des relations. Tout à fait. Merci, Thomas. Donc effectivement, là, il y a des relations plus... En fait, c'est une construction classique dans le cas de S infini. C'est moi qui l'ai écrit en premier pour des groupes polonais, mais je pense que c'est vraiment du folklore. Ça devait être connu avant. C'est du folklore de logicien, cette construction. Non, je ne revendique pas de paternité. Ah, mais tu te revendiques logicien, par contre. Non, même pas. Ah, ok. Bien, ben, merci beaucoup pour cette session de questions et réponses. Et puis, merci encore à François pour ce bel exposé. Je vous rappelle qu'à 14 h, on a un autre François qui vient nous parler, et cette fois de surface minimale dans les variétés, les trois variétés et les trois variétés hyperboliques. Bonne pause jusqu'à 14 h, et puis je pense qu'on peut remercier François Lemaître à nouveau. Merci beaucoup. Non, merci François. De rien.